Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour On vous donne la parole sur Studio Qualita. Pour participer à cette émission, je vous rappelle que vous devez composer le 050 430 80 20, 050 430 80 20, nous contacter et nous laisser un message sur notre boîte vocale et nous vous rappelons pour participer tous les mercredis sur Studio Qualita à On vous donne la parole. Et ce matin avec nous avons Sarah. Sarah, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Vous êtes de Ranana, Sarah, n'est-ce pas? C'est ça, Sarah, exactement. Et on va parler avec vous on va dire mésaventure, plus qu'une mésaventure, d'un litige d'ennui que vous avez eu pour une cuisine que vous avez faite installer chez vous, dans votre maison, je suppose, à Ranana. Exactement. Et on va parler aussi un peu des problèmes que rencontrent justement les nouveaux émigrants, les Olim Khadashim, lorsqu'ils font construire des maisons, lorsqu'ils aménagent des maisons et qu'ils ont affaire en fait à des fournisseurs israéliens. Alors racontez-nous d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je devais faire une cuisine. Je me suis renseignée auprès de plusieurs cuisinistes, donc certains groupes qui étaient connus, certains groupes qui l'étaient moins, des Chevrots qui l'étaient un petit peu moins. Et j'ai fait plusieurs devis. Alors, il faut signaler, vous êtes Ola Khadasha, vous êtes nouvelle immigrante? Je suis Ola Khadasha depuis combien de temps? 3 ans. Donc, je suis montée avec vous vous débrouillez quand même en hébreu? J'avais fait une année d'intégration il y a 10 ans, donc j'ai été dans une école juive, donc ça va, je me débrouillais au niveau de l'hébreu parlé. J'ai quand même des difficultés à lire parce que on comprend forcément pas tous les mots quand on a des contrats entre les mains, quand on a des longues pages à lire. Enfin, c'est quand même très compliqué. Mais vous avez, malgré ça, je m'excuse, on va poser quelques questions. Oui. Vous avez préféré choisir une société, un cuisiniste israélien plutôt que quelqu'un qui parlait français pour avoir un interlocuteur en français, ou c'est parce que c'est la cuisine qui vous plaisait le plus? Je pars du principe qu'on vit en Israël et qu'il faut savoir s'adapter. Et on s'intègre comme il faut. Et je voulais choisir un cuisiniste avec lequel j'ai confiance, qui est installé depuis longtemps. J'ai fait plusieurs devis. J'ai trouvé une Chevra israélienne qui est une petite société en fait familiale qui travaille à Petar Tikva, qui était très bien. Et en fait, ils m'ont donné un devis qui était 30% inférieur au devis que m'avait donné donc la Chevra avec laquelle j'ai contracté et avec laquelle j'ai eu des problèmes. Mais je me suis dit, bon, je préfère choisir une société qui a un nom, qui a un renom. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème. Je vais pas acheter ça dans la rue. Ouais. Je sais que c'est des gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont plusieurs locaux en Israël. Donc, je serais quand même plus tranquille. Donc, c'est vrai que quand on parle des cuisinistes, quand on parle de faire une cuisine, tout de suite on a en tête les grands groupes comme Regba, comme Ziv. Ouais. On se dit au moins là on est tranquille, on sait qu'ils ont une charte de qualité et puis on y va, on paye peut-être plus cher, mais on y va tranquille. J'avais pas envie d'avoir de problème. Donc vous avez choisi une société qui s'appelle Ziv, Ziv Cuisine, qui est très connue en Israël, puisque comme vous l'avez dit, ils ont des locaux, des magasins un peu partout en Israël. Je suppose que c'est le SNIF, la section de Ranana que vous avez choisi. D'accord. Alors vous avez été dans ce magasin, vous avez vu une cuisine qui vous plaît et vous avez passé commande. Alors, je suis rentrée chez Ziv, j'ai eu un flash avec une cuisine que j'ai adorée. J'étais avec mon mari. Voilà, le coup de foudre. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le coup de foudre avec cette cuisine. Et la vendeuse s'approche de moi et elle commence à discuter. Et puis on commence à en parler. Et puis je suis fixe sur cette cuisine et je lui dis, est-ce que tu peux me chiffrer pour cette cuisine?
Et elle me chiffre pour cette cuisine, et je reviens 1 fois, et je reviens 2 fois, et je reviens 3 fois. Et finalement, au bout de la 3e fois où je lui dis que je veux cette cuisine et exclusivement cette cuisine, elle me sort un contrat avec toute des codes, en fait. XT42, V, W, enfin des codes, des chiffres, des lettres, et elle me dit c'est ta cuisine, tu peux signer. Est-ce qu'on est sûr qu'on parle de la cuisine qu'il y a en Dougma à l'entrée, en exemple? On est bien d'accord, on parle de cette cuisine? Oui, c'est bon, c'est la cuisine que tu as vue à l'entrée, on en parle, ça fait 4 fois que tu viens la voir, c'est cette cuisine. Donc, si on comprend bien les choses, vous avez vu une cuisine dans le magasin Ziv à Nana, vous avez flashé sur cette cuisine, vous voulez absolument avoir la même dans votre maison à Ranana, et vous la commandez en demandant, en précisant que vous voulez exactement la même cuisine, c'est-à-dire la même couleur et les mêmes matériaux. La même couleur, les mêmes matériaux, et en fait, c'était une cuisine qui était blanc mat, et sur la seule chose que je comprends finalement sur le papier qu'elle me fait signer, à part tous les codes, parce que tout est codé, donc je me dis c'est le code pour ma cuisine, il y a marqué Lavane mat. D'accord. C'est écrit en toutes lettres. C'est écrit en toutes lettres Lavane mat. D'accord. Donc blanc mat. Donc blanc voilà. mat. Donc vous passez à commande. Je suppose qu'il s'écoule plusieurs. On se méfie pas, quoi. Voilà. Blanc mat. Vous passez la commande, je suppose qu'il s'écoule plusieurs semaines avant qu'on vienne vous installer cette cuisine chez vous. Donc le grand jour arrive, vous allez enfin avoir votre cuisine de rêve. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il monte la cuisine et que, en fait, il est à peu près 4h30, quelque chose comme ça, donc il fait pas complètement jour à cette période de l'année. J'ai pas l'électricité chez moi encore à la maison, et je vois la cuisine limite qui vire au gris, quoi. Et je suis super déçue. Voilà. Et du coup, je commence à voit la cuisine sur les images. Alors ça, c'est la cuisine que vous voyez pas en même temps que nous, mais c'est la cuisine que vous aviez commandée, donc telle qu'elle aurait dû arriver. On a de voir une autre photo de la cuisine telle qu'elle est arrivée chez vous. Donc, voilà. Il y a une différence. Donc, de couleurs et de matériaux, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Alors, je parle pas de la cuisine en elle-même. Je parle pas des coffrages. Mais ce qui fait une cuisine, clairement, c'est les portes. Et ils m'ont mis quelque chose, qui n'a rien à voir. Ils m'ont mis quelque chose en formica. C'était pas du tout ce qui était convenu. Si j'avais voulu aller faire du cuisine en formica, clairement, j'aurais très bien pu aller ailleurs. J'aurais été chez Ikea, j'aurais eu le même rendu. C'était pas le but. Donc, je suppose que ceux qui sont là pour installer vous disent, écoutez, c'est ce que nous, on a. De toutes les manières, c'est ce qu'on installe. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Vous commencez une guerre contre Ziv Cuisine? Alors, non. Au début, j'ai commencé une guerre contre mon mari qui était fou, quoi. Qui est devenu fou de rage. Donc, d'abord, on accuse les maris. C'est la règle. Non, c'est mon mari qui m'accuse, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, du coup, il faut d'abord que la pression retombe, parce que si je fais les choses à chaud, ça va être n'importe quoi. Donc, je laisse un temps passer, parce qu'il faut que je me concentre. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, une fois que tout est retombé, je prends une planche de ma cuisine, parce que j'ai le doute. Je vais chez Yves avec la planche. Ouais. Et du coup, je compare. Je me dis peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. Je compare ma planche, celle que j'ai reçue, et ma cuisine que j'étais censée recevoir, qui est encore en exemple, grâce à Dieu. Et je me rends compte que ça n'a absolument rien à voir, que c'est ma planche à moi, elle tire vers le gris, elle est terne, elle est fine. C'est pas du tout la même chose. C'est pas beau, quoi. D'accord. C'est très moche. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est vous du répond blanc mat, mais c'est pas ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous répond la vendeuse à ce moment-là? Donc je demande à la vendeuse, mais c'est ce que je voulais, c'était ça. Et regarde ce qui est arrivé. À ce moment-là, elle ressort mon contrat et elle me dit, mais Sarah, regarde la référence que tu as signée. Ouais. Tu as reçu
ce que tu as signé. C'est-à-dire, ce qu'elle vous dit en fait, écoutez, nous on a suivi exactement les codes qui ont été écrits sur la commande et c'est Et les codes qui ont été signés. et les codes qui ont été signés. Et donc, pour eux, il y a pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une différence entre les codes qui ont été inscrits et la cuisine. Les codes qui ont été censés être commandés. Voilà, quoi. la cuisine qui était en exposition. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Sarah ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh ben, d'abord, On crie. on non implose. Oui. On implose tout simplement parce qu'en fait, ils me disent bon bah tu Y a veux rien à faire faire. quoi ? Il n'y a Mhm. rien à faire. C'est couru d'avance, tu as signé quelque chose que tu as reçu. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ouais. C'est peut-être pas ce que tu as voulu. Mais Ouais. toutes les façons, c'est ce que tu as signé. En plus, La vendeuse me dit mais c'est ce que tu as signé. et en plus, vous avez payé. Et j'ai payé ma cuisine une fortune. Vous avez payé. C'est-à-dire Pas seulement vous avez payé une fortune, vous avez payé d'avance. Et j'ai payé d'avance, bien sûr. Voilà. Ils ne nous livrent pas la cuisine si tout n'est pas payé d'avance. Mhm. C'est-à-dire qu'on est juste pieds et mains liés. La cuisine ne sort pas de leurs locaux, de l'usine, si jamais tout n'est pas payé. Mhm. Donc on sort des sommes astronomiques pour une cuisine qui est payée d'avance. On n'a pas le droit en fait à la réclamation, tout simplement. Alors, vous en êtes où là avec Cuisine Ziv, Donc, Sarah ? ce que j'ai fait après quelques semaines, que c'est retombé un petit peu parce qu'il fallait que ça retombe, Ouais. c'est que finalement j'ai raconté mon histoire avec une publication sur Facebook avec des photos de ce que je devais avoir et de ce qui est arrivé finalement. Jusque là tout va bien et je publie donc mon texte avec mes photos sur la page Facebook de Ziv. Bien sûr. Donc ça commence à faire boule de neige, les gens partagent, publient, repartagent, etc. Et puis ça commence à faire, à se propager. Et du coup, le lendemain, Ziv m'envoie un message pour me dire Sarah, nous voudrions sincèrement t'aider. Est-ce que tu peux nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te contacter ? Mhm. Sur le coup, je ne sais pas trop comment le prendre. Je laisse une heure passer et je reçois un message à nouveau en me disant on aimerait vraiment t'aider, vraiment envoie-nous tes coordonnées, quelqu'un va t'appeler. J'envoie finalement mes coordonnées. J'attends que quelqu'un me contacte. Quelqu'un me contacte effectivement en milieu de journée pour fixer un rendez-vous avec moi pour qui me dit qui va être médiateur et qui va pouvoir m'aider. Mhm. Très bien, pas de souci. Je prends le rendez-vous et le soir même, à ma grande surprise, ma publication sur la page de Ziv sur Facebook a disparu. D'accord. Donc ils se sont arrangés en fait pour couper la publication, pour peut-être éviter la mauvaise pub, je sais pas. Mais ils se sont arrangés pour me faire taire déjà à ce niveau-là. Donc le médiateur arrive, je suppose quelques jours après ou le jour d'après. Alors voilà. il constate la cuisine qui a été installée, puisqu'elle a été installée chez vous. Oui. Elle est donc elle est devant vos yeux. Ils ont fini de l'installer d'ailleurs ? Le problème, c'est que si jamais je reste avec ces portes-là, oui, ils vont pouvoir finir de l'installer, c'est-à-dire rabaisser le meuble qui doit être rabaissé, et puis voilà, ils me laisseront comme ça. D'accord. Et le médiateur, donc, qu'est-ce qu'il vous dit lorsqu'il vient chez vous ? Le médiateur, il me dit, écoute, je suis là pour t'aider. Ouais. Donc déjà, je me méfie. et il me dit, écoute, je vais vérifier que le code que tu as signé et le code et la cuisine que tu as reçue soit bien la même. Ouais. Je lui dis, mais évidemment que c'est la même. La même histoire, d'accord. Donc, il me dit, mais quel est le problème ? Et je lui explique toute l'histoire. Et il me dit, bon, très bien, je prends ça en considération. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, il s'en va, je suis pas vraiment confiante. Moi, je lui dis au début, écoute, pour moi, ce qui est le plus important j'ai été dans le commerce, ce qui est le plus important, c'est d'avoir, surtout sur des cuisines, quoi. C'est pas, on n'achète pas une petite cuillère. Le plus important, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits. Bien sûr. Donc, voilà, à mon avis, il y a eu peut-être un incompris, je sais pas, ou peut-être que c'est vraiment volontaire. J'aime à croire que ça ne l'est pas, mais à un moment donné, on se confronte un peu à la réalité, quoi. Ouais. Et il dit, je vais faire de mon mieux, je vais vérifier. Je lui dis, mais tu comprends pas que moi, je n'ai pas de preuve de ce que
Oui, vous êtes La un seule peu, preuve vous que je êtes peux avoir, pris c'est que au mon îlot, je piège. voulais le faire en bois, que le Ouais. programme qu'elle m'avait fait Bien au sûr, début, vous n'avez pas c'était avec un enregistré îlot la en bois. la Bien sûr conversation à que ce non, moment-là. ils ne nous donnent pas les projets. On Évidemment va, que non. vous en êtes où là, Sarah, avec cette histoire? Le médiateur est revenu vers vous? Le médiateur est revenu, enfin, je suis revenue vers lui parce que je suis revenue plusieurs fois vers lui. Il m'a dit, bon, je retravaille pour toi, j'essaye d'en savoir plus, etc. Et hier matin, en l'appelant, il me dit, mais Sarah, la centrale m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, c'était ce que tu avais signé et c'est tout. D'accord. Alors moi, je voudrais dire que nous aussi, on a essayé quand même d'avoir la réaction des cuisines Ziv. Pour le moment, on n'a pas eu une véritable réaction et on devrait avoir une réaction peut-être dans les jours à venir ou très rapidement. En tout cas, bien entendu, dès qu'on aura une réaction des cuisines Ziv, on la communiquera sur les ondes de Studio Qualita. Mais ce que je voudrais savoir, pour terminer avec vous, Sarah, vous êtes déçu d'avoir fait affaire à des fournisseurs israéliens. Vous auriez peut-être préféré affaire avec des interlocuteurs en français? Ça aurait été plus facile pour moi d'avoir eu un interlocuteur français. Mais on vit en Israël. Je ne veux pas pénaliser toutes les chevrottes israéliennes parce que... Alors, c'est grave ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. J'ai pas envie que ça se reproduise, c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour ça que je veux faire entendre ma voix, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Alors, quel conseil vous auriez à donner pour des personnes qui voudraient commander une cuisine ou d'autres choses lorsqu'on on construit une maison ou lorsqu'on aménage une maison, on a affaire à des prestataires de toutes sortes. Quel conseil donner justement à ces personnes qui nous Alors, je leur dirais de vraiment se faire aider, de s'entourer. S'il faut faire appel à des avocats pour lire 2 lignes, faites-le. Parce qu'on ne comprend pas tout. Et même si certains Israéliens se font avoir comme ça, donc à plus forte raison nous, faut qu'on se protège. Il y a des avocats qui sont faits pour ça. Ou entourez-vous de gens qui savent très bien parler l'hébreu. Sachez vous entourer parce que le meilleur moyen qu'on a de se protéger, c'est d'essayer de comprendre au maximum, d'essayer voilà, vraiment, il faut l'imaginer le vice dans ces cas-là, vraiment. Ça me serait pas venu à l'idée. Donc, entourez-vous. Très bien, ça. On espère en tout cas que vous allez régler cette affaire, que vous allez recevoir la cuisine de vos rêves et que tout rentrera dans l'ordre. En tout cas, si nous, on a des informations, des nouvelles de cuisine Ziv et qu'ils nous donnent une réaction, on ne manquera pas de vous la communiquer. Merci beaucoup, Sarah. Bonne chance. Et merci à vous. Bientôt. Voilà, toujours sur Studio Qualita, on vous donne la parole. Une affaire un peu quand même décevante, un peu triste pour des personnes qui voulaient donc commander une cuisine et qui a eu quelques mésaventures, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Alors, est-ce que cela arrive parce qu'on est nouveau émigrant, qu'on vient d'arriver, que peut-être que les prestataires profitent un peu du fait qu'on ne connaît pas très bien la langue, qu'on ne connaît pas très bien les rouages, justement, de comment faire pour commander des produits, pour commander des cuisines ou autres. Et voilà, mais en tout cas, une affaire qui est un peu embêtante et on espère qu'elle trouvera une solution très rapidement. On continue avec notre émission des auditeurs et nous avons au téléphone, en bout de ligne, Serge Frati qui va nous parler d'actualité. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler avec vous d'actualité puisque Benjamin Netanyahu se trouve à Washington. Il a rencontré plus exactement Benjamin Netanyahu. Par contre, il a rencontré Donald Trump. Et vous voulez nous parler un peu justement de la politique de Donald Trump dans la région. À quoi on doit s'attendre? Eh bien, écoutez, il y a un plan qui circule, mais qui n'est qu'officieux. On attend qu'il soit officiellement délivré, puisque pour l'instant, ce ne sont que des supputations. Alors, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce plan... Oui, les grandes lignes de ce plan. Donc, un plan, puisque Donald Trump a annoncé, donc, en arrivant à la Maison-Blanche, qu'il voulait être très impliqué dans ce qui se passe dans la région, et il va proposer un
un processus, un projet de paix, on va dire, pour les Israéliens et les Palestiniens. Et on a eu quelques fuites, on va dire, dans la presse avec les grandes lignes. Alors, est-ce que vous voulez nous rappeler les lignes de ce projet de paix que propose la Maison-Blanche? Oui, d'abord, je vais parler des lignes, et puis après, je dirai ce que j'en pense, si vous voulez. Donc, déjà, en ce qui concerne le projet, les points qui sont pro-palestiniens, j'ai noté que ce serait au cours d'une conférence internationale au Caire, ce qu'Israël n'a jamais tellement souhaité, puisqu'elle aurait voulu avoir une conférence simplement entre les États-Unis, Israël et les Palestiniens. Donc ce plan est sympa avec Israël, puisqu'ils disent qu'Israël pourrait être présent. Donc, oui, Israël serait invité quand même, d'accord. Quand même, oui. Okay. Je pense que les Palestiniens, ça va de soi. Hein. Oui. Et ça se passera au Caire. Bon, le Caire, actuellement, c'est pas une capitale qui est anti-israélienne. Hein. Donc, ça, c'est pour le départ. Après, il y a une reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis et la communauté internationale. Cet État aurait Jérusalem-Est comme capitale, ce que demandent les Palestiniens à corps et à cri depuis des dizaines d'années. La vieille ville de Jérusalem serait sous protection internationale. Ça, Israël ne l'a jamais admis, mais on verra bien. En quatrième point, l'élargissement du contrôle administratif des zones A et B en Judée-Samarie, Cisjordanie pour les autres. Il y aura une aide internationale de 40 milliards de dollars pour les Palestiniens et pour leurs institutions. Et bon, chose négative pour eux, il y aura un veto au retour des réfugiés palestiniens dans leurs anciennes maisons. Ça, c'est gentil. Voilà. Et pour Israël... Est-ce qu'on parle de concessions qu'Israël devrait faire au point de vue territorial? Alors voilà, justement, donc, en ce qui concerne les Israéliens, ils parlent des implantations qui resteraient sur place, les grandes implantations. Les grands blocs d'internet, oui. Voilà. Et les petites seraient relocalisées, certaines détruites. La sécurité aux frontières du Jourdain, donc avec la Jordanie, ça c'est un point qui est très intéressant puisque Israël aurait la sécurité assurée par ses soins du Jourdain à la Méditerranée. Il y a une démilitarisation des zones palestiniennes et il y a un contrôle sécuritaire, donc militaire, de Gaza par l'Égypte. Ça c'est un point que j'avais préconisé depuis quelque temps. On disait que j'étais fou de préconiser ça parce que ça n'arrivera jamais, parce que l'Égypte l'aurait refusé en 79. C'est comme si c'était une parole d'évangile qu'on ne reviendrait plus sur cette situation. Moi, j'avais dit que Gaza devrait retourner à l'Égypte, puisque en définitive, le point très important pour les Palestiniens et tous les pays arabes, c'était un retour aux frontières de 67. Donc, il faudrait commencer déjà par Gaza, parce que Gaza était sous contrôle égyptien avant 67. Donc aujourd'hui, les États-Unis devraient obliger les Palestiniens et les Égyptiens à accepter que Gaza retourne sous les auspices sécuritaires et puis autres du reste de l'Égypte. Alors, à part peut-être le fait justement de cette particularité que Gaza soit sous contrôle militaire égyptien, on voit peut-être pas tellement de choses tellement nouvelles. Ce sont des plans qui ont déjà été proposés, si on s'en souvient déjà, par l'administration américaine dans le passé, non? Oui, il y a quelques points qui ont été déjà proposés. La nouveauté, si vous voulez, c'est que là, on parle de Jérusalem-Est comme capitale pour l'État palestinien. Et surtout, je pense que le point le plus controversé pour moi, pour l'avenir, l'avenir nous le dira, c'est que la ville ancienne de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, serait sous contrôle et protection internationale. Ça, je ne pense pas que des Israéliens l'accepteront. Je ne pense pas. Maintenant, un plan, c'est fait pour être discuté. C'est pas. D'abord, on ne sait pas si le plan, ça va être exactement celui-là. Bien sûr. De toute façon, ce que je pense... Oui, votre avis sur ça? Alors, les Palestiniens, à mon avis, ils l'ont déjà dit du reste, comme je m'y attendais. Ils pensent que c'est la gifle du siècle, ce plan, pour eux. Et que jamais aucun Palestinien ne pourra l'accepter. Donc, on voit bien la mauvaise foi des Palestiniens qui demandent Jérusalem-Est comme capitale et une négociation sur les frontières en Judée-Samarie. Donc, tout y est dans ce plan pour venir dans leur sens. Et qu'est-ce qui les dérange, en fait? Voilà, moi, vous connaissez, je crois l'avoir dit déjà sur cette antenne,
les Israéliens les Palestiniens, je veux dire, sont intéressés par un seul État. Oui. Ils veulent absolument refuser toute négociation, toute concession, même les meilleurs. D'ailleurs, ce plan, la façon dont ils ont accueilli ce plan le prouve. Ils veulent absolument chercher tous les prétextes, la reconnaissance des États-Unis de Jérusalem comme capitale, enfin tout, pour ne jamais avoir à négocier deux États. Mmh. Pour moi, la stratégie à long terme, et depuis des dizaines d'années, des Palestiniens, ils l'ont prouvé, c'est de refuser tous les plans, même ceux qui leur donneraient le plan qui leur donnerait 99,99% de la Judée-Samarie, de Gaza, de Jérusalem, pour que, en fin de compte, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, le temps ne compte pas pour eux, c'est de n'avoir qu'un seul État, que les Occidentaux pourront, à cette fois-ci, encore plus pousser et accepter. C'est un seul État où juifs, chrétiens, musulmans vivraient en totalité de droits égaux, afin que la démographie et le nombre des Arabes dans cet État soit supérieur aux Juifs pour que, en définitive, ils aient exactement leur dessein réalisé, à savoir un État arabe multiconfessionnel où chacun, et puis voilà, dans 15-20 ans, le petit-fils d'Arafat, de Haniyeh ou d'Abbas sera Premier ministre. Ils l'ont dit clairement lorsque Trump a dit qu'ils aient un État, deux États, c'était à eux de voir, moi ça m'est égal. Le lendemain matin, le député arabe à la Knesset a dit « Moi, un État, ça me va ». Et de l'autre côté, tout de suite, Saeb Erekat, qui est pour moi le pire de tous les Palestiniens, il a dit « Ah, moi aussi, ça me va un État ». Donc, vous savez, de temps en temps, ils disent la vérité, hein, mais... il ne faut pas croire, il faut pas les croire, il faut les croire. Il faut les écouter de temps en temps. Je voudrais revenir peut-être à Donald Trump, au président américain, qui quand même a fait preuve d'une certaine amitié en faveur d'Israël. On voit des relations très chaleureuses avec Benjamin Netanyahu. Et puis on voit surtout, on a vu surtout cet acte de reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et le passage de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem qui sera effectué au mois de mai cette année. Est-ce que vous pensez que cette action, ces gestes sont justement pour essayer de faire passer une pilule un peu amère que les Américains veulent essayer de faire passer concernant justement de certaines concessions ou un plan de paix qui devrait régler les problèmes entre Israéliens et Palestiniens? Oui, moi depuis le début, je pense que lorsque Trump a fait cette annonce en ce qui concerne Jérusalem, il fallait s'attendre à ce qu'il demande des concessions en retour d'Israël. Je pense qu'avec son plan, il en demande beaucoup plus à Israël en fait qu'aux Palestiniens. Et moi, je conseillerais aux dirigeants palestiniens, aux dirigeants israéliens, de l'accepter ce plan, parce que dans tous les cas, ce sont les Palestiniens qui le refuseront. D'accord. Bien sûr, il faudra pas qu'ils disent non. Oui, mais il faut qu'ils négocient le point de la vieille ville de Jérusalem sur contre dans tous les cas, on se reverra certainement. Je suis persuadé que les Palestiniens le refuseront. Sauf s'il y a une pression avec le concours des Européens, parce qu'il ne faut pas oublier les Européens dans cette histoire. Abbas, en coulisses actuellement, est en train de faire de très très grosses pressions sur les Européens. Pour moi, les Européens, c'est la France. Donc, il ne faut pas sous-estimer le rôle qu'aura la France dans les semaines ou les mois prochains, où ils vont faire des demandes complètement inacceptables pour Israël, et on arrivera exactement comme en 2000 avec les accords Barak, Arafat, Clinton, que ces points n'ayant pas été acceptés par Israël, les Palestiniens les refuseront. Voilà, moi je pense qu'Israël devra faire très attention, ne pas passer pour celui qui dit non, parce que dans tous les cas, ce sont les Palestiniens qui le diront. Très bien, Serge, merci de cette analyse. On verra et on aura l'occasion sans doute d'en reparler dans les semaines ou dans les mois à venir avec la publication sans doute très rapidement de ce plan de paix proposé par Donald Trump et la Maison-Blanche. Merci, Serge. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Voilà, 050 430 80 20, notre numéro de boîte vocale pour participer, vous aussi, à cette émission
sur Studio Qualita. On vous donne la parole, donc tous les mercredis, si vous voulez intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit la politique israélienne, la politique internationale, les relations avec les Palestiniens, ou aussi, comme on l'a entendu un peu plus tôt ce matin, si vous avez eu des petits soucis avec des prestataires, comme Sarah nous l'a raconté ce matin, avec l'installation, la construction de sa cuisine. Et là, on va parler aussi d'autres soucis, mais cette fois-ci avec l'administration israélienne, avec plus particulièrement le Misrad Harishouy, ce qu'on appelle ici le ministère des Transports, en tout cas pour avoir le ministère qui délivre les permis de conduire. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Olivier. Boker Tov. Alors, vous avez eu des problèmes avec le Misrad Harishouy, ce qu'on appelle ici donc le Misrad Harishouy, le ministère des Transports, c'est le ministère qui délivre les permis de conduire. Alors, vous venez d'Israël, vous venez de France, vous aussi, vous êtes au Oleh Hadash. Vous avez passé votre permis en France et vous avez voulu le faire reconnaître. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme tous les Olim, j'ai été très heureux quand la loi est passée cet été. Ouais. Il faut savoir que moi, cet été, j'avais commencé les démarches pour faire le permis avant cette loi-là, mais quand la loi est passée, effectivement, j'ai récupéré mon dossier chez le moniteur d'auto-école. On précise la loi, puisque jusqu'à cet été, donc je crois que c'était au mois de juin ou au mois de juillet, pour avoir son permis israélien lorsqu'on venait de France et qu'on avait eu déjà un permis en France, il fallait refaire quelques cours de conduite et repasser son permis. Exactement. Et la loi donc, qui a été adoptée donc au mois de juin, si je ne me trompe pas, c'est une loi qui préconise, donc qui précise que le permis français a été reconnu donc par les autorités israéliennes. Exactement. Et donc en fait, c'est une loi qui est censée permettre, je dis bien censée, à tous les Olim, français ou non, de se présenter au Misrad Harishouy avec un permis qui a une ancienneté de plus de 5 ans, faut le préciser, et d'obtenir le permis entre guillemets facilement. Donc cette loi est passée. Tout heureux, vous vous êtes dit, j'ai plus besoin de faire de prendre des cours de conduite. Vous vous êtes rendu au Misrad Harishouy. Vous habitez, je crois, dans la région du centre d'Israël. Exactement, à Givat Shmuel. Vous habitez à Givat Shmuel. Et donc, vous êtes rendu à Holon. Exactement. Voilà, au ministère, avec votre permis français. Et vous avez dit, voilà mon permis. Est-ce que je peux avoir le permis français? Je résume un peu, mais c'est plus ou moins passé comme ça. Il faut noter le point de détail qui ici va être clé, c'est que il y a quand même le démarche d'aller chez le médecin pour faire tamponner. Il y a un questionnaire médical à faire remplir par le médecin qui permet d'attester qu'on est en bonne santé, etc. D'accord. Et donc on est apte à conduire. Donc je me suis présenté effectivement avec le dossier complet auprès de l'administration. Et donc quand ils ont examiné, donc après les heures d'attente, etc., je pense que tout le monde connaît ces histoires-là, mais quand je me suis présenté, voilà, on m'a dit... c'est la réalité israélienne. Exactement, c'est comme ça qu'on apprend la savlanout, comme on dit. C'est un des premiers mots qu'on apprend ici. Donc effectivement, ils m'ont dit que mon dossier médical comportait un problème. Donc j'ai demandé plus de détails et ils m'ont dit qu'en fait, donc, pour résumer un peu, le dossier médical, ça consiste en une feuille où le médecin doit répondre non à toutes les questions. Voilà. Bon, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est une déclaration médicale sur votre état de santé. Exactement. Donc il y a plusieurs questions. Et moi, donc en fait, c'était à l'époque aux alentours des fêtes de Tishri, il m'avait dit qu'il y avait un souci sur une question. Alors, je vais la lire en français, qui est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des troubles des réflexes, de la mémoire ou du repérage spatio-temporel? D'accord, c'est une question donc qui est posée dans ce questionnaire à laquelle votre médecin doit répondre. Après, bien entendu, vous avoir examiné ou si vous connaissez, si c'est votre médecin de famille. Exactement. Donc en l'occurrence, c'était le médecin auquel je suis affilié avec ma compatronyme. Oui. Et donc en fait, il faut, pour replanter le contexte, j'ai 30 ans. Dieu bénisse, j'ai aucun problème de mémoire ni quoi que ce soit. Et donc du coup, effectivement, ils m'ont dit que sur le TOEFL, donc le formulaire, les cases oui et non de cette question étaient cochées les deux en même temps. Donc un petit problème pour eux, d'accord. Voilà, donc effectivement, en insistant un petit peu, il faut toujours insister de façon avec l'administration, c'est comme ça que ça marche, il faut trouver les mots, mais il faut aussi insister. Ils ont accepté d'envoyer le formulaire
à vérification auprès de leur médecin, le médecin affilié au Misra d'Arichouï, qui pourrait ensuite attester que tout allait bien. Donc effectivement, ils m'ont éconduit de cette façon-là. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient. Donc après, ils se sont engagés à me rappeler sous un mois. On connaît tous l'administration israélienne, ça a pris un peu plus. Ah oui. Ils me rappellent pour me dire que finalement le médecin atteste que mon formulaire est bon. Je peux venir dès à présent récupérer mon permis. Mais donc là, j'étais heureux. Le médecin du Misra d'Arichou, il vous a consulté ou examiné? Ah non, même pas. Pas du tout. Même pas. D'accord. Donc il a décidé ça sur voilà. Sur base qu'il y avait coché oui et non, et que comme j'avais le permis, bon, voilà. Donc, alors vous dites, ok, bah, cette fois-ci c'est bon, je vais pouvoir avoir mon permis. Vous retournez au Misra d'Arichou, vous prenez aussi le billet pour avoir votre tort, votre ordre de passage, et vous attendez donc là aussi quelques heures. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Alors effectivement, à ce moment-là, donc j'arrive, je réexplique mon cas à la personne. En plus, il se trouve que je suis passé sur la personne qui m'avait conduit la première fois, mais peu importe. La personne me dit, donne-moi ta Teudat Zéhout, je donne mon numéro de Teudat Zéhout, et là la personne me dit, c'est impossible que tu aies fourni ton formulaire la première fois, parce que tu avais commencé les démarches avant cette fameuse loi. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais tout le TOFES et le dossier et qu'il était en vérification chez eux, je sais que c'est pas possible. Donc j'insiste un petit peu, lourdement, 1 fois, 2 fois, 5 fois. À la 5e fois, la personne a consent à aller regarder aux archives. Elle revient au bout de 15 minutes, et là, effectivement, avec mon dossier dans les mains, donc finalement un dossier qui existait vraiment. Oui. Donc elle revient avec, puis je la vois aller voir sa responsable, revenir, me regarder, repartir, etc. J'attends encore un peu, et là, la personne me dit, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc, je sais qu'est-ce qui se passe. Elle me reparle de cette histoire de problèmes de santé. Il faut savoir que la question que je mentionnais sur les troubles des réflexes, etc., en général, c'est la question qui sert, c'est ce que mon médecin m'a expliqué après, à savoir si je suis susceptible d'avoir des choses type Alzheimer, etc. D'accord. Bon. Voilà, donc effectivement, de ce côté-là, ça va, vous n'avez pas de problème. Oui, non. Bon, Hachem. Et donc effectivement, elle me demande... Elle me dit qu'il y a le problème avec cette question-là. Je lui explique que l'aller-retour avec le médecin du Misrad a été fait. Elle me dit que elle voit pas de traces de ça dans mon dossier, mais que par contre, quoi qu'il arrive, il y a une deuxième question sur laquelle les cases oui et non ont été cochées, ce qui n'était pas le cas la première fois. Ah. Parce que je me rappelle assez bien ouais. du TOFES la première fois. Je ne sais pas si je l'ai pris en photo. Par contre, là, je l'ai pris en photo la deuxième fois parce que voilà. C'est histoire de créer un précédent si jamais c'est des choses qui se reproduisent souvent. Donc en fait, effectivement, elles me disent là, il y a une deuxième case médicale qui a été cochée, et là, elle est beaucoup plus problématique. Donc je demande effectivement à voir laquelle. Et donc je vous lis la traduction en français. Hein. Oui. C'est la question 6 du dossier. Est-ce qu'il y a une rigidité des articulations ou une amputation d'un membre? Donc en fait, la personne est en train de me dire que comme j'ai été amputé d'un membre, donc une main ou un pied, je peux pas conduire. Ouais. Bon, donc là, effectivement, autant Alzheimer, c'est compliqué à expliquer. Là, c'est quand même plus facile, oui. Ouais, voilà. Donc là, surtout qu'on voit une photo de vous qu'on a pris de Facebook et on voit que au prochain, vous avez tout à la bonne place, visiblement. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, donc, la personne qui me dit ça, je suis en face d'elle, donc là, j'ai une réaction, on va dire, spontanée. Je lui dis, mais tu vois mes mains, je peux te montrer mes pieds si tu veux. Enfin, tu vois bien que... Et elle me dit, non, mais moi, je suis pas habilité à faire de contrôle médical. Moi, je sais pas. Donc elle me dit, mais c'est pas un problème. Tu vas chez ton médecin, tu lui fais attester que tu as bien tes mains, tes pieds, etc. Et tu reviens ici. On connaît tous la longueur de démarche. C'est un peu kafkaïen quand même tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Encore une fois, j'ai pris le formulaire en photo parce que je me suis dit, c'est une histoire à dormir debout. Je préfère le prendre en photo histoire de pouvoir le montrer. Donc vous retournez chez votre médecin pour une deuxième fois, pour qu'il vous atteste donc que vous avez vos pieds et vos mains et que vous n'avez pas Alzheimer. Donc vous avez cette fois-ci le bulletin, le TOFES du ministère qui est signé avec les cases qui sont bien cochées comme il faut, et vous retournez donc au ministère à Holon et vous faites encore une fois la queue, bien entendu. Alors j'avais pris la précaution. Maintenant on peut faire ça par internet, il faut le savoir. Prendre rendez-vous. Prendre un tour dans la file d'attente par internet, ce qui permet d'éviter de le faire sur place, et donc ça fait gagner du temps. Donc en allant chez mon médecin, sur le trajet, j'ai pris rendez-vous pour le même jour, pour revenir à Holon le même jour. Je travaille, donc je préférais, vu que là j'avais déjà pris du temps sur la matinée, je préférais finir sur la matinée plutôt que de reprendre à chaque fois du temps. Donc effectivement j'y vais, mon médecin, je vous passe l'incrédulité,
qu'il a témoigné quand je lui ai demandé d'attester, excusez-moi, que j'avais bien mes mains et mes pieds. Donc effectivement, il est resté assez incrédule, peu importe. Donc je retourne au Misrad, et donc là j'utilise l'argument d'Israël qui veut que quand on a déjà fait la queue une fois dans une administration, on refait pas la queue le même jour pour la même chose. Mm-hmm. Donc je vais directement au bureau de la personne qui me dit non, tu prends un ticket. Je dis oui, mais j'ai déjà un ticket, et puis je suis venu ce matin, etc. etc. Et elle me dit oui, mais là, faut savoir que mon premier rendez-vous, il était à 8h30 le matin. Oui. Quand je suis revenu du médecin, etc., alors que j'ai pas traîné, il était 11h40. Donc là, effectivement, je dis bah oui, mais j'attends pas. Je passe maintenant. Elle me dit oui, mais non, là il y a beaucoup de monde en plus. Tu passeras pas aujourd'hui. Reviens demain. Donc là, Okay. autant vous dire que j'ai vu rouge pour rester poli. J'ai commencé un peu à lever la voix en hébreu. Ils comprennent pas le français, donc ça sert à rien. En hébreu, en anglais, en français, il y a des choses spontanées qui me sont sorties, mais voilà. Et j'ai fait ce qu'on m'avait conseillé, à savoir apprendre les phrases basiques en russe. Pourquoi ? Il faut savoir qu'il y a souvent des gens qui parlent russe dans les administrations et une espèce de lien qui rattache ceux qui parlent russe. Donc du coup, je me suis mis à dire des choses très fortes en russe. Donc là, la personne, faut savoir que je suis allé jusqu'à la directrice du Misrad Harishuy de Holon. Je suis rentré dans son bureau, elle m'a dit ouais non mais t'as pas pris rendez-vous donc tu dégages. Texto. Hein. Donc bon, la sécurité est arrivée pour voir ce qui se passait parce que je commençais un peu à lever le ton. Bien sûr. Et donc effectivement, au bout d'un moment, quand je me suis mis à m'énerver en russe, là la personne m'a envoyé vers un autre bureau, elle m'a dit bah t'as qu'à aller voir là-bas. Elle m'a envoyé à un autre comptoir. J'arrive et la personne me dit mais attends, je m'occupe pas du tout des permis israéliens moi, des conversions des permis étrangers. Donc là j'ai dit que personnellement ça ne me concernait pas spécialement leurs histoires internes, j'avais juste envie d'avoir mon permis et que c'était pas normal qu'en tant que citoyen israélien j'ai autant de complications. De difficultés, bien sûr. Bien sûr, que c'était une loi, qu'elle leur plaisait ou non, mais que la loi avait été passée, donc il fallait l'appliquer, etc. Donc après avoir lourdement insisté, on va dire, un peu crié aussi. Ouais, voilà, en toutes les langues. Ils ont fini par me donner le papier en m'indiquant, donc je l'ai eu à 12h40, pour vous dire, j'ai attendu vraiment un paquet de temps. Bien. Ouais, voilà. Du coup, effectivement, j'ai fini par l'avoir. Tout ça pour dire, et je tiens à le dire parce que c'est aussi sur place au Misrad, il y avait des Français qui m'ont vu m'énerver, qui m'ont demandé ce qui se passait, parce qu'ils parlaient pas forcément bien hébreu, ils comprenaient pas spécialement. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit aussi que eux, c'était la 2e ou 3e fois ou 4e fois qu'ils revenaient au Misrad Harishuy. C'est une pratique qui est courante, donc il faut le savoir et il faut être prêt quand on va faire cette démarche-là. Je pense que les autres aussi, mais celle-là particulièrement, à insister, à être extrêmement calme ou extrêmement patient. Et surtout, je veux dire, il faut être bien conscient de ses droits. Ce permis-là, c'est un droit qu'on a. Il faut savoir le faire respecter. Très bien, Raphaël. En tout cas, c'est un conseil que vous donnez à ceux qui, bien sûr, après vos mésaventures, parce que c'est des choses qui arrivent quand même surtout dans les Misradim en Israël. Donc, c'est pas très agréable, bien entendu, de revenir plusieurs fois pour la même chose. Mais ce que vous donnez quand même comme conseil, c'est d'insister et de ne pas se laisser faire, en fait. Parce que... Oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, en tant que, je parle surtout pour le Olim français, on est habitué à l'administration française où il faut toujours qu'on reste entre guillemets calme, poli, qu'on laisse surtout ne pas lever le ton, surtout, etc. En Israël, ça marche pas comme ça. Il faut savoir que tout en restant poli, c'est important et je pense que on a beaucoup apporté à la société israélienne en tant que Français avec la politesse, etc. Mais il faut insister. Il faut pas hésiter. Les droits, ils sont écrits noir sur blanc. La loi, elle a été promulguée par l'Assemblée. À partir de là, je veux dire, il ne faut pas bouger de ses droits. Il faut vraiment rester droit là-dessus. Bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël, de ce témoignage. Merci beaucoup et bonne chance. En tout cas, maintenant, vous avez le permis, vous pouvez conduire en Israël. Oui, exactement. C'est la chose la plus importante, même si ça a été un peu difficile à l'avoir. Merci de ces témoignages. À bientôt, Raphaël. Voilà, nous terminons cette émission. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Si vous voulez nous faire partager, comme Raphaël, ces expériences dans les ministères israéliens, que ce soit au ministère des Transports pour obtenir votre permis de conduire israélien ou que ce soit dans notre ministère, n'hésitez pas à
nous contacter, le 050 430 80 20. 050 430 80 20, c'est notre numéro de boîte vocale. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Nous nous retrouvons bien entendu mercredi prochain pour un nouveau numéro de On vous donne la parole. En attendant, laissez-nous vos messages. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.